Mais voilà, comme convenu, notre première carte blanche du week-end qui démarre, et c'est une carte blanche spéciale Palestine. Évidemment avec Myriam Laribi, qui a écrit son livre ici, Si j'ai l'humanité, qu'elle pourra vous présenter et vous dédicacer. Et Fadela Elmiri, qu'on ne présente plus à Marseille, mais qu'il faut présenter un peu à Paris, qui est donc animatrice du PM et qui parlera du projet IMEC, ce projet vieux depuis le Palestine, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, de commerce entre l'Europe du Nord et les Indes, en effaçant la Palestine, le Liban et la Syrie. Voilà, donc, eh bien, sans plus tarder, je donne la parole à Myriam. S'il vous plaît. Bonsoir. Il y a de la musique là? Ok. Bonsoir. Alors, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des environnements aussi bruyants. Je vais essayer de me concentrer. Donc, je suis Myriam Laribi, je suis journaliste indépendante. Et à partir du 7 octobre 2023, j'ai commencé à suivre évidemment ce qui se passait à Gaza de près, malgré bien sûr l'interdiction des journalistes étrangers par Israël. Israël a interdit aux journalistes internationaux d'entrer à Gaza. Mais on pouvait suivre ce qui se passait à travers les journalistes palestiniens là-bas, les réseaux sociaux, les civils palestiniens qui documentaient eux-mêmes leur propre massacre. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, je suis pas sûre que... Si. Oui, vous écoutez? Ok. Et donc, j'ai suivi et j'essaie de documenter par mes propres moyens parce qu'à ce moment-là, j'étais pas affiliée à une rédaction en particulier. Je travaillais plus pour une rédaction en particulier. J'étais pigiste, je suis toujours pigiste. Et donc, ma plateforme, c'était sur Twitter. J'ai beaucoup documenté ce qui se passait sur Twitter. Et au bout de quelques mois, en décembre, j'ai décidé, suite à un événement terrible à Gaza, de me rendre chaque semaine à l'Élysée, au palais de l'Élysée, pour la conférence de presse hebdomadaire de la porte-parole du gouvernement, ou du porte-parole du gouvernement au départ, et pour poser des questions sur la Palestine. Et ensuite, au Quai d'Orsay aussi, je suis allée au ministère des Affaires étrangères chaque semaine pour documenter ce qui se passait. C'est comme ça que mon éditeur, les éditions critiques, sont venus vers moi pour me proposer d'écrire un livre. Et donc, j'ai réfléchi à quel format ça pouvait prendre. Et j'ai décidé d'écrire un journal du génocide, en fait. Et de raconter ce qui s'était passé au quotidien. Les chapitres du livre, c'est les mois, en fait, de l'année, de octobre 2023 à octobre 2024. Et je raconte les principaux événements qui se sont passés à Gaza, tout ce qui s'est passé autour du génocide à Gaza et à Gaza même. Et je raconte aussi cette expérience que j'ai eue, moi, à l'Élysée et au Quai d'Orsay. C'est pour ça que c'est un livre qui est écrit à la première personne, pour deux raisons, parce que j'ai joué un petit rôle, disons, dans le questionnement du gouvernement français sur la Palestine. Je suis allée les confronter chaque semaine, les mettre face à leurs contradictions, au fait qu'il y a un deux poids, deux mesures, que ce soit quand il s'agit de l'Ukraine ou quand il s'agit de la Palestine. Quand il s'agit d'appliquer des sanctions à des pays, par exemple, comme le Venezuela ou Israël, eh bien, ce n'est pas la même chose. Le Venezuela, par exemple, je suis allée voir la porte-parole du gouvernement pour lui dire vous appliquez des sanctions contre le Venezuela depuis 2017 sans discontinuité, voilà. Et pas à Israël. Pourquoi vous estimez que la situation des droits de l'homme est plus grave au Venezuela qu'à Gaza? Voilà, c'était le genre de questions que je posais. Et là-bas, j'ai eu affaire un peu au journalisme de cours. J'ai rencontré ces journalistes qui sont amis avec le pouvoir, qui viennent des mêmes milieux, qui viennent du même monde, qui ont fait les mêmes études, qui fréquentent les mêmes quartiers, qui sont de la même classe sociale.
Et j'ai été confrontée à eux parce qu'ils sont venus me prendre à partie, nous prendre à partie avec un collègue qui s'appelle Jamie Sanley et nous dire qu'on faisait pas le même métier, qu'on était pénible, voilà, et qu'on venait déranger une espèce de ronron qu'ils avaient avec l'Élysée, leurs habitudes, etc. Donc ça, je le raconte aussi. Mais évidemment, le principal sujet du livre, c'est le génocide à Gaza. Voilà. L'idée, c'était de faire un journal en espérant que ça se termine. Je commence à l'écrire en juillet 2024 et j'espère que d'ici octobre, ça sera fini. Malheureusement, comme vous savez, c'est loin d'être fini. La situation à Gaza aujourd'hui est cataclysmique. Le nettoyage ethnique est en cours. L'impunité d'Israël est totale. Malgré ce qu'essaye de faire la France avec l'Arabie Saoudite, qui est vraiment plus que le strict minimum, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose en plus d'assez calculé, dans la mesure où il s'agit surtout d'obtenir des pays arabes qui reconnaissent Israël en échange d'une reconnaissance d'une Palestine sans frontières et bientôt sans peuple, parce que Israël peut tout faire aux Palestiniens sans que le monde intervienne. Et voilà, c'est une catastrophe, ça ne servira pas à grand chose. Les Israéliens continuent de se venger sur les Palestiniens. Netanyahou a encore dit hier, il n'y aura pas d'État palestinien. La situation est un peu plus claire et le monde reste sans bouger. La résolution qui a été votée hier à l'Assemblée Générale des Nations Unies est plus qu'insuffisante, puisqu'en plus elle veut un État palestinien et décide à la place des Palestiniens qu'il serait un État palestinien sans le Hamas, démilitarisé. Voilà, il ne respecte pas le peuple palestinien comme un peuple souverain qui mérite l'autodétermination dans sa terre. Voilà, dans le livre, je réfléchis aussi à cette question de deux États à laquelle moi je m'oppose personnellement parce que je pense qu'elle est pas réaliste et injuste, fondamentalement injuste par rapport à l'histoire de la Palestine, la colonisation de la Palestine, et qu'il n'y aura de justice que quand le peuple palestinien sera libre et souverain sur tout son territoire, de la mer au Jourdain. Et voilà, donc c'est ça que je développe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc le récit est de octobre 2023 à octobre 2024. En fait, j'ai écrit jusqu'à janvier 2025 parce que le livre est parti à l'impression en janvier 2025 au moment de l'annonce du cessez-le-feu qui a été rompu, comme vous le savez, par Israël en mars. Donc, en fait, le livre retrace les moments principaux, disons, jusqu'à janvier 2025. Et l'idée était de documenter, de consigner, de ne pas laisser les Palestiniens être invisibilisés, comme le souhaite Israël, en interdisant aux journalistes de se rendre sur place. Les journalistes palestiniens font un travail que je ne sais même pas qualifier. Les mots sont faibles pour qualifier l'héroïsme et le courage des journalistes palestiniens qui vivent avec une mitraillette. Ce sont des cibles en fait. Ce sont des cibles et il y a plus de 300 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza depuis octobre 2023. C'est un scandale, le manque de solidarité de la profession est une honte absolue, c'est un naufrage total. Voilà, donc c'est un hommage aussi à leur travail, au travail des journalistes palestiniens auxquels je dédie le livre et pour lesquels on a peur tous les jours. Moi je suis en contact avec un journaliste de Gaza, tous les jours j'ai peur qu'il soit la cible d'un bombardement parce que aujourd'hui Israël, enfin depuis le 7 octobre, Israël essaye d'invisibiliser ce qui se passe à Gaza. Et donc le travail d'information me semble un travail fondamental. M'a semblé un travail fondamental et mon idée c'était de consigner vraiment l'histoire du génocide au jour le jour. Au début j'étais partie pour écrire vraiment au jour le jour. J'avais tenu un journal 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et en fait après j'ai relu, parce que j'ai commencé à écrire ça et ça m'a paru un peu trop difficile à lire parce que comme a dit mon éditeur, tu écris pas un dossier pour la Cour internationale de justice. Mais mon intention était vraiment de consigner, que rien ne se perde, que rien ne s'oublie. Et les gens qui ont lu le livre m'ont dit que c'est pour certains, ils avaient suivi de très près ce qui s'était passé à Gaza. Mais il y a tellement d'horreur à Gaza qu'on ne peut pas se souvenir de tout en fait. Et je dois reconnaître que même moi, des fois, je suis amenée à relire le livre. Et même moi, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. On se remémore en fait. Donc voilà, mon travail a été de consigner, que rien ne soit oublié, que
que ce génocide, que ce massacre de masse innommable, que ces images insupportables qu'on a vues ne soient jamais oubliées, qu'elles restent pour l'histoire et c'est une lutte. Mon idée c'était de lutter contre l'invisibilisation et l'impunité dont jouit Israël vis-à-vis des Palestiniens. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être tu veux... Si vous voulez, un suivant, peut-être on peut donner la parole à Fadela sur le projet IMEC, qui est à mon plan géopolitique une illustration de ce que tu dis et qui nous fait comprendre aussi ce qui se passe. Et puis après, n'hésitez pas à poser des questions, mais évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, Myriam, je ferai un plaisir d'y répondre, Fadela aussi, et Myriam de dédicacer le livre pour tous celles et celles que j'engage à le lire, puisque je l'ai lu. Voilà. Alors bonjour à tous. Dans la continuité, juste pour répondre rapidement, non seulement on ne va pas oublier Gaza et la Palestine, mais comme on ne fait tellement pas confiance à l'institution et aux administrations françaises, on va même faire le pari, nous, de l'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants et à tous ceux qui nous entourent pour que cette histoire perdure et pour que plus jamais ça se reproduise réellement. On avait déjà dit, après le régime nazi, plus jamais ça, et aujourd'hui, on vit exactement la même chose. Sous une autre forme peut-être, mais on vit exactement la même chose. Et encore une fois, on va prendre le pari, toutes et tous ensemble ici, de dire non, vraiment, plus jamais ça. Parce que nous, on va l'enseigner à nos enfants et on va leur enseigner comment on lutte, comment on crée une résistance face à ce régime. Donc encore une fois, merci pour ton témoignage. Moi, je vais revenir sur le projet IMEC. Le projet IMEC, c'est pas un nouveau projet, comme certains, la plupart d'entre vous ne le connaissent peut-être pas encore. C'est pas un nouveau projet, c'est un projet qui date déjà du 19e siècle. Ils l'ont juste ressuscité lors du dernier G20 en 2023. C'est un projet qui consiste à recréer ce qu'on appelle un corridor qui va des Indes jusqu'à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient et en passant principalement par le port d'Haïfa. Pourquoi est-ce que nous on lutte contre le projet IMEC? Parce que d'abord, le fait de passer par Haïfa, le fait de continuer à mettre en place un commerce, peu importe qu'il soit au niveau militaire ou pas, toute forme de commerce pour nous avec le régime israélien, c'est une complicité de nos gouvernements, qu'ils soient arabes, qu'ils soient occidentaux. Nous militons pour l'arrêt de toute forme de commerce, l'arrêt de toute forme de transit par nos ports d'abord, je parle en tant que Marseillaise, l'arrêt de toute forme de transit par le port de Marseille, que ce soit par les chemins ferroviaires ou autre forme de transit, parce qu'on a aussi de grandes sociétés israéliennes de transport qui sont installées sur Marseille. Donc l'idée c'est justement de dire non au passage d'abord par Marseille, parce que ça nous regarde, c'est là où on milite, mais surtout par la France. Nous ne tolérons plus aucune forme de complicité. Les gouvernements, on a l'impression nous qu'à travers ce genre de projet, plus le peuple se réveille, plus les peuples sont solidaires, plus les peuples se soutiennent, et plus les gouvernements, eux, créent un rempart pour normaliser la situation avec Israël. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. On ne normalise pas avec un régime génocidaire. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas cautionner quelque forme de commerce que ce soit, quelque forme de complicité, quelque forme de relation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit au niveau musical. On ne peut pas continuer à avoir aucun lien possible avec Israël. Le fait pour nous, du coup, de combattre le projet IMEC, c'est aussi combattre contre toute cette forme-là de complicité. Là où c'est important pour nous de combattre contre le projet IMEC, comme vous le savez, il y a pas mal de dockers partout en Europe qui commencent à se mobiliser. À Marseille, on veut être aussi à l'initiative d'une union des dockers européens contre justement le transit vers Israël. Il y a Gênes les dockers de Gênes, les camarades de Gênes ont déjà commencé en disant qu'ils vont se mettre en grève si jamais la flottille est attaquée. Les dockers de Marseille commencent aussi à y réfléchir. Et nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois, au-delà, on veut essayer de faire comprendre aux dockers, de faire comprendre à tous ces camarades-là qui luttent. Oui, effectivement, aujourd'hui, ils bloquent des cargos, ils bloquent des containers dans lesquels il y a des éléments pour fabriquer des armes.
Seulement, sur 2 containers qu'on bloque, il y en a combien qui passent? Parce que parfois, on n'a pas tous les éléments des containers. Parfois, ils sont bien cachés. Justement, pour éviter ça, eh bien, le fait d'arrêter, encore une fois, toute forme de commerce, toute forme de transit par nos ports, ça empêchera que, peu importe le container, qui puisse passer. Et donc, c'est là où on a besoin de la mobilisation de tous les Français, de tous les Européens. C'est là où on a besoin de vous et c'est là où nous, on fait un petit peu le tour pour essayer de vous faire comprendre l'intérêt de boycotter, mais c'est pas boycotter seulement des marques. Aujourd'hui, on appelle ouvertement à un boycott total et sans condition d'Israël, du gouvernement israélien, pas seulement des armes, pas seulement de Coca-Cola, pas seulement de Carrefour, pas seulement de HP. Encore, je le répète, un boycott total et sans condition d'Israël et de toute forme de commerce, de négociation, de relation avec le gouvernement israélien. Voilà pourquoi c'est important encore une fois, de lutter contre le projet IMEC. Lutter contre le projet IMEC, c'est d'abord prendre parti à cette lutte. C'est aussi militer avec les dockers pour leur donner de la force, parce qu'effectivement, les dockers, quand ils luttent, après il y a des sanctions qui tombent sur certains dockers. C'est pas facile pour eux non plus. Et le fait d'être unis dans la rue, peu importe le corps de métier, peu importe où on travaille, avec qui on travaille, l'unité dans la rue, vraiment, on ne cessera jamais de le dire. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui va créer le rapport de force, et c'est ce qui fait qu'on va gagner, parce qu'on va gagner, il n'y a pas le choix. Tous les régimes totalitaires, toutes les colonies ont fini par tomber, et la colonie et le régime colonial israélien finira par tomber, mais ça sera uniquement grâce à vous toutes et à nous, par l'unité qu'on peut créer dans la rue, par l'unité qu'on peut créer dans tous les corps de métier. Voilà. Voilà, donc merci Vanilla pour cet éclairage. Donc je le redis, si vous avez des questions, allez-y, si vous vouliez, vas-y. Et je rappelle tellement que le livre est ici, il est à Bâle, il est là au stade, et que Myriam est prête à le dédicacer comme vous voulez. Vas-y. Merci beaucoup Myriam pour la présentation de ton ouvrage. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt cette question qui m'interpelle beaucoup. Moi-même j'ai eu à connaître la Palestine de l'intérieur pour avoir été plus d'une fois. J'ai coutume de dire la Palestine c'est une injustice de l'histoire et l'histoire d'une injustice. Je vous ai écouté, vous aviez dit que la solution à 2 États, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas et vous n'avez pas développé. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que vous préconisez. Je sais bien que la Palestine, avec ses colonies, etc., c'est un gruyère. Et il est difficile, vous l'avez bien dit, de dire oui, on décrète comme ça un État sans régler les questions de colonies et des réfugiés. On se rappelle de ceux qui sont au Liban, etc. Et donc j'aimerais bien savoir quelle est votre proposition sur ce que vous rejetez comme solution. Merci pour cette question, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre question. Je vais développer, oui, parce que je suis allée un peu vite. Je ne savais pas quel était le degré d'écoute, mais je vois que vous étiez bien là. Merci. Alors oui, moi je suis opposée, je suis plus que sceptique quant à la solution, je mets toujours des guillemets, à 2 États. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord c'est totalement irréaliste sur le terrain, vu le niveau de radicalité du gouvernement israélien et de la société israélienne, c'est très important de le dire. Tous les sondages montrent un niveau de radicalité de la société israélienne et de déshumanisation du sujet palestinien, du peuple palestinien, de l'identité palestinienne, qui a atteint la stratosphère. Depuis le 7 octobre encore plus, mais c'est depuis toujours. La société israélienne est une société coloniale, donc étant une société coloniale, c'est une société suprémaciste qui pense qu'elle est supérieure au peuple autochtone de cette terre, comme toutes les sociétés coloniales. La différence, c'est que le colonialisme israélien est un colonialisme de grand remplacement. Vous connaissez cette expression qui est utilisée ici par les fachos pour nos gueules, quoi, pour dire que nous, on veut faire le grand remplacement ici. Par contre, là-bas, c'est une réalité. C'est-à-dire que le colonialisme israélien, il ne vise pas à exploiter le peuple autochtone et à lui voler ses terres pour les exploiter et le faire travailler,
l'utiliser comme pour peuple à son service, comme ça pouvait être le cas du colonialisme français en Algérie. Non, là il s'agit du colonialisme de grand remplacement. Il s'agit d'un nettoyage ethnique depuis le premier jour du projet sioniste. Il s'agit d'un projet colonial d'ailleurs, le projet colonial sioniste qui a été initié par Théodore Herzl à l'époque, à la fin du 19e siècle, ne se cachait pas de sa dimension coloniale, pas du tout. C'était très bien vu, c'était l'époque coloniale, c'était l'apogée du colonialisme. Donc à cette époque-là, Théodore Herzl, fondateur du sionisme moderne, dit clairement, nous serons le phare avancé de la civilisation européenne au Moyen-Orient. Nous serons un rempart contre l'Asie, etc. Donc au début, ils assumaient ça totalement. Ils continuent à l'assumer avec un discours. Ils ont des discours différenciés, mais un discours pour l'Occident qui est nous sommes le seul petit État juif au milieu d'un océan de barbares et de terroristes, et on demande on défend la solidarité, on défend la civilisation entre guillemets judéo-chrétienne. Voilà tout le blabla de l'État israélien, mais au départ c'est un État colonial. Et donc moi je suis opposée à la solution à deux États parce qu'au départ ça a été l'État d'Israël a été fondé par les puissances coloniales. Donc en tant que personne qui s'oppose à la colonisation de manière radicale, c'est-à-dire qu'il faut revenir à la racine de cette histoire. Quand en 1947 la résolution 181 de la Charte des Nations Unies est adoptée, elle est adoptée par une ONU qui a 2 ans à peine. C'est pas l'ONU d'aujourd'hui. C'est une ONU qui a une 50aine de pays dominés par les puissances coloniales occidentales et par l'URSS, d'accord, qui ont favorisé la création d'un foyer juif en Palestine. Mais même cette résolution c'était le partage de la Palestine, le plan de partage de la Palestine avec un État juif et un État arabe. Bien sûr, les milices sionistes terroristes se sont assis sur cette résolution, ont continué leur processus de nettoyage ethnique. Il faut lire Ilan Pappé, le nettoyage ethnique de la Palestine, je vous recommande ce livre aussi, qui raconte cette histoire, comment les milices juives sionistes que sont la Haganah, l'Irgun et le Lehi ont traité les Palestiniens. En 1948, il y avait 800 000 Palestiniens expulsés de la terre de Palestine. Des centaines de villages ont été rasés radicalement. Et l'État d'Israël n'a jamais eu l'intention de favoriser la création d'un État palestinien vivant en paix à ses côtés. Et surtout, la résolution qui prône le plan de partage de la Palestine et donc la création de l'État d'Israël, on n'a pas consulté les Palestiniens. Je veux dire, au nom de quoi, moi, je vais être pour 2 États alors qu'on ne les a pas consultés. Donc, en fait, le peuple palestinien n'est pas un peuple mineur. C'est un peuple majeur, c'est un peuple qui a le droit de citer dans l'histoire. Et sur cette terre, c'est le premier peuple qui a le droit de citer parce que c'est le peuple autochtone qu'on n'a pas consulté, qu'on a colonisé. Donc il faut consulter le peuple palestinien, c'est à lui de décider des modalités. Et je doute que le peuple palestinien, s'il est consulté de manière libre, dise oui, venez, chers génocidaires, faire un petit État à côté de nous. Si jamais il était consulté, seulement lui. Aujourd'hui, bon, il y a une société israélienne, juive, qui s'est formée par l'Alia, par la migration coloniale, quoi. N'importe quel juif du monde peut habiter cette terre, construire une maison, et n'importe quel palestinien ne le peut pas. Le droit au retour des réfugiés palestiniens est fondamental. Voilà, il y a une injustice fondamentale vis-à-vis des Palestiniens, qui est qu'on ne les a pas consultés pour amener des hordes de colons du monde entier, principalement d'Europe, venir coloniser leurs terres et les dominer et les écraser, pratiquer des nettoyage ethnique, l'apartheid et maintenant le génocide. Donc il y a une injustice fondamentale vis-à-vis de ça. Donc moi je viens d'Algérie. Je sais, ça paraît aujourd'hui fou de dire ce que je dis, mais quand mes parents sont nés, à la fin des années 40, et il était inimaginable que l'Algérie soit indépendante. Inimaginable. La colonisation française avait connu plusieurs générations d'Algériens qui sont nés et qui sont morts sous la colonisation. Ça paraissait inimaginable. Et quand moi je suis née, l'Algérie était indépendante.
Donc il peut y avoir des retournements de l'histoire, et ça c'est à nous de jouer en fait. Je sais qu'au moment de la décolonisation de l'Algérie, il y avait un rapport de force favorable, et que l'histoire à ce moment-là était en marche pour les décolonisations de l'Afrique. Je sais qu'il y avait des pressions internationales sur la France, etc. Et ce rapport de force aujourd'hui, on n'y est pas clairement au niveau des États, mais au niveau des peuples, je pense que le génocide est un traumatisme pour l'ensemble de l'humanité et qu'il y a des millions de personnes traumatisées comme nous à travers le monde, car nous sommes la première génération de l'histoire de l'humanité à assister à un génocide en direct depuis 2 ans. Il n'y a pas une journée où on n'a pas vu des massacres de masse, des enfants mutilés, amputés, etc. Et ça va marquer notre génération. Et je pense que ça l'a déjà marqué, qu'il y a quelque chose qui est irréversible dans le rejet de l'État colonial d'Israël, qui doit être complètement, à mon avis, démantelé, et que les Palestiniens aient le droit d'exister sur leur terre, de circuler librement sur leur terre, de la mer au Jourdain. Voilà ce que serait la justice, et que les Juifs israéliens qui souhaitent, qui acceptent de vivre à égalité avec les Palestiniens restent, bien sûr, puisqu'ils ont un ancrage maintenant, il y a plusieurs générations, mais que ceux qui ne peuvent pas supporter de vivre au milieu des Arabes, trouvent une autre terre où vivre. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'était Marek Edelman, qui était le leader du ghetto de Varsovie, qui a lutté contre les nazis, et qui, à la sortie du ghetto de Varsovie, a dit: chez moi, il n'y a pas de place ni pour une terre promise, ni pour un peuple élu. Quand on a voulu vivre au milieu des Arabes, on s'intègre et on laisse faire le métissage, faire son œuvre. Voilà, ça c'est magnifique, ça a du sens. Le projet colonial sioniste, suprémaciste, juif n'a aucun sens, on n'a aucune raison de le soutenir. Et je pense que même pour le bien de la société israélienne, qui est totalement malade de ce colonialisme et qui a perdu toute boussole morale, il serait bon qu'il y ait une justice pour les Palestiniens. Donc voilà, moi, la fable à 2 États, d'abord je ne comprends pas, parce que je pense que c'est une fable pour maintenir une espèce de statu quo, en fait. Et pendant ce temps, que fait Israël? Ils ne font que grignoter des territoires, que expulser des gens. Ils commettent un génocide à Gaza dans le silence de la communauté internationale, du monde arabe, dans la complicité du monde arabe. Honte aux États arabes par rapport à la situation là-bas. Donc voilà, moi je ne crois pas à la solution à 2 États. Pour moi ce n'est pas une solution, c'est un problème. Je pense que, je ne vois pas pourquoi. Moi je ne soutiens pas je ne soutiens personnellement, j'essaie d'être cohérente dans ma vie, je ne soutiens aucun État religieux dominé par une théocratie. Je ne soutiens pas l'Arabie Saoudite, je ne soutiens pas l'Iran, je ne soutiens pas les États qui sont dominés par une idéologie religieuse. Pourquoi je soutiendrais un État juif? Moi je pense que la laïcité est un bon principe quand elle est appliquée de manière juste, et que ça pourrait être la solution là-bas. Ça serait la solution, puisque c'est la terre sainte des 3 religions. Au nom de quoi un État qui se prétend juif veut dominer cette terre? Au nom de quoi en fait? C'est une terre qui doit appartenir à tous ses habitants. Les Palestiniens autochtones d'avant 48 étaient musulmans, juifs, chrétiens, et ça se passait bien, même sous la colonisation anglaise, ça se passait bien sûr beaucoup mieux que maintenant. Et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ma réponse. Alors moi, juste un petit élément qu'on considère important à dire et qui ne met pas forcément d'accord tout le monde, c'est sur la question du gouvernement israélien. Israël, c'est pas depuis Netanyahou qui sont coloniaux, c'est pas depuis Netanyahou que c'est un gouvernement fasciste. Ça fait des années et des années. Le problème vient d'Israël même. Le problème vient de tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de droite ou de gauche. En Israël, on n'a jamais eu un gouvernement qui a accepté, qui a toléré qui a toléré les premiers habitants du territoire. Donc on ne s'arrête pas justement à Netanyahou, au gouvernement fasciste. Tous ceux qui se sont succédés aujourd'hui ont été problématiques. Par contre, on insiste fortement sur le fait que nous, en tant que citoyens français, tant qu'on n'agira pas non plus en France, on ne pourra pas régler le problème. Le fait de ne pas soutenir et de ne pas parler de la question palestinienne, ça pose un problème. D'abord, mercredi 17, c'est la commémoration des massacres de Sabra et Shatila. Ça ne remonte pas au gouvernement Netanyahou, ça remonte à bien avant. Et ils ont aussi été massacrés par la même forme de gouvernement génocidaire. Le deuxième point, à Marseille, le 18, il y a une réunion des avocats qui va avoir lieu.
On a lu un petit peu, c'est en fait les avocats qui se sentent en danger, qui vont se réunir pour parler des dangers auxquels ils sont confrontés. Mais à aucun moment, sur leurs revendications, ils ne parlent de la situation des avocats palestiniens. Quand on tolère que les avocats palestiniens aujourd'hui se fassent massacrer, quand on tolère qu'en Palestine, les tribunaux se fassent bombarder, quand on tolère qu'il y ait des bombes qui soient mises sous les tribunaux, quand on tolère que les avocats soient chassés, que ce soit en Palestine ou ailleurs d'ailleurs, et quand on ne se prononce pas envers les collègues, à ce moment-là, on ne peut pas avoir un régime juste ici. Ce qui se fait là-bas va se faire demain en Europe. Et tant qu'on ne lutte pas, et tant qu'on ne crée pas une frontière à ça, encore une fois, tant qu'on ne se mobilise pas tous dans la rue unitairement et de manière internationaliste, j'insiste bien sur le terme internationaliste, alors il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'améliore chez nous. Et pour moi, c'était important de vous le préciser aujourd'hui. Voilà, merci. Il y a 2 interventions, après on est obligé d'arrêter et vous pouvez passer à la vitesse délicate. C'était toujours sur la fausse solution dite à 2 États. On a malheureusement une petite vision parcellaire de ce que ça pouvait être quand on regarde le rôle que joue l'autorité palestinienne. Et quel rôle joue l'autorité palestinienne aujourd'hui? Elle joue le même rôle que le gouvernement du maréchal Pétain dans la France occupée par les nazis. Elle arrête des militants palestiniens, elle arrête des fédayines et elle les remet à la police et à l'armée et à la justice de l'entité sioniste. Voilà ce que c'est la solution à 2 États. C'est tout. Oui, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai 5 petites questions. Première question, est-ce que vous n'êtes pas poursuivi, oui, pour promotion du terrorisme et de l'antisionisme et de l'antisémitisme? Non, je réponds rapidement. Non, pour l'instant, je ne suis pas poursuivi, mais je ne fais pas d'apologie du terrorisme et je ne suis pas antisémite. Mais aujourd'hui, quand on soutient la Palestine, oui, on est souvent taxé. Pour l'instant, il n'y a pas de poursuite contre moi à ma connaissance. Ok, attends, juste, tu fais pas l'apologie du terrorisme israélien. Parce qu'en Palestine, les terroristes, ils ne sont pas palestiniens. Ok. Est-ce que ce qui se passe là-bas, je pense que vous allez me répondre par le positif, mais je préfère quand même vous poser explicitement la question. Est-ce qu'il n'y a pas là une déshumanisation totale de la société israélienne? J'ai pas compris la question. Est-ce que ce qui se passe, est-ce que le génocide palestinien n'est pas le fruit d'une déshumanisation totale de la société palestinienne, de la société israélienne? Je comprends ce que vous voulez dire, oui. Voilà. Oui, bien sûr, c'est-à-dire, c'est ce que j'essayais de développer. C'est-à-dire la société israélienne est une société coloniale, donc suprémaciste, donc raciste forcément. Et c'est intrinsèque en fait au projet colonial sioniste, et à tous les projets coloniaux. C'est totalement intrinsèque, mais là oui, effectivement, il y a depuis le 7 octobre 2023, un ensauvagement clair de la société israélienne qui est prête à tout, qui est insensible totalement pour sa majorité au sort des Palestiniens. Il y a une minorité dont j'aimerais quand même dire un mot, mais extrêmement minoritaire. Ils doivent peut-être représenter 4% selon un peu mes calculs, selon les sondages, qui est antisioniste et anticolonial. Et il faut leur rendre hommage parce que c'est des gens extrêmement courageux. C'est très difficile dans cette société parce que vous êtes opprimés au niveau de l'État, au niveau de la société et au niveau de la famille. Donc c'est pas facile, mais la majorité, oui, il y a une forme d'ensauvagement de la société israélienne, clairement, oui. Ok. Est-ce qu'il existe un peuple israélien? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Est-ce qu'il existe un peuple israélien? C'est une question. On peut parler du peuple palestinien. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un peuple israélien? Eux, ils se définissent comme ça. Maintenant, je ne sais pas où vous voulez en venir et peut-être que ça nécessiterait de développer. Voilà, c'est sûr que c'est une société coloniale et qui a été constituée par l'ALIA
par des voyages, donc une immigration depuis 48 par vague. Est-ce qu'il existe ça? Il faudrait demander ça à un antisioniste israélien ou un anticolonialiste israélien qui serait peut-être plus à même de répondre. C'est une question qui n'est pas facile. Pour moi, c'est une société coloniale et qui doit absolument se réformer profondément, se remettre en question profondément. Et voilà. Est-ce qu'il existe un peuple israélien? Je sais pas, c'est pas évident. Non, c'est pas problème. Je ne suis pas Myriam, mais juste je veux répondre. Il faut lire le livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif était bâti. Ok, très bien. Merci. Être juif, c'est une religion, comme être musulman, c'est pas une nationalité, c'est pas un peuple. Vraiment, je sais pas. Dernière question. Famorive Touvesi, c'est pas le slogan, Oui. Famorive Touvesi, c'est pas une négation pure et simple d'Israël. Alors, From the River to the Sea, moi je l'entends comme un slogan de justice, comme j'essayais de développer, c'est-à-dire un slogan de liberté et de autodétermination pour le peuple palestinien. Encore une fois, ce n'est pas un peuple mineur, c'est un peuple majeur qui a le droit à sa terre. Et From the River to the Sea est la moindre des choses, et la justice. Comme je disais, imaginez, moi je compare souvent ça à imaginer qu'aujourd'hui en Algérie, il y aurait deux États. Un État algérien et un État français où moi, en tant qu'Algérienne, je ne pourrais pas aller. C'est ça le projet de deux États. Donc c'est totalement n'importe quoi. C'est insensé de prétendre qu'il serait juste qu'il y ait deux États, ou un État israélien où les Palestiniens n'auraient pas le droit de circuler alors qu'ils viennent de là. Les attaques du 7 octobre, elles ont été faites par des Palestiniens réfugiés en fait. La majorité de la population de Gaza, 80%, sont des réfugiés qui viennent des terres qui ont été attaquées le 7 octobre, d'Ashkelon, de Sderot, etc. Ils viennent de là, ce sont des réfugiés de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Alors est-ce que c'est une négation d'Israël? C'est une négation de l'État colonial d'Israël. Alors il faut pas, moi je pense qu'il faut rester toujours mesuré, même si je suis très radicale dans mon discours, mais il faut rester mesuré, c'est-à-dire dire qu'on est contre l'État colonial d'Israël et que ces institutions, que ce soit toutes ces institutions et principalement l'institution militaire, doivent être démantelées en fait. Il doit être démantelé parce qu'il c'est un État cruel, colonial, expansionniste, d'apartheid, de nettoyage ethnique et de génocide. On ne peut pas cohabiter avec ce système en fait. C'est le système. Maintenant, il faut distinguer l'État d'Israël du peuple israélien et encore une fois, je dis que la priorité du choix doit être au peuple palestinien et que les juifs israéliens qui, le jour de la justice, accepteront de vivre à égalité avec les Palestiniens pourront rester et les autres doivent trouver une solution parce qu'apparemment ils sont beaucoup trop racistes pour rester là. Ils ne peuvent pas supporter l'existence du peuple palestinien et trouvent normal de l'écraser. Et bien sûr, il faudra juger le jour où il faudra juger tous les criminels et tous les complices de ce massacre de masse depuis 1948 parce que les Palestiniens n'ont pas eu le droit à une minute de justice depuis 1948. Voilà. Sinon, ils auront droit à une deuxième choix, tout simplement. Et c'est pas tant pis pour eux. Une dernière intervention. Mais moi c'est un petit mot, c'est pas... Après, il y a un autre débat avec la Non, mais c'est juste un petit mot. Non, c'est juste pour dire que vous avez mis en exergue au début en nous montrant qu'il n'y a pas d'État d'Israël sans il y a eu la complicité de l'URSS, ça c'est très bien, là on le dit jamais assez. Et ensuite, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas l'État colonial d'Israël sans trois pays, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Bien sûr, aujourd'hui, les États-Unis. Or, ça c'est important. Lorsqu'on dit qu'on va boycotter tout ça, mais d'abord, quand on manifeste, on doit être très clair, c'est parce qu'il y a la France qui soutient. Il n'y a pas, et ça c'est important. Bien sûr, l'État d'Israël qui est là a sa responsabilité, mais cette responsabilité est aussi la responsabilité de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et bien sûr de ces vassaux d'aujourd'hui, que ce soit l'Allemagne pour se donner bonne conscience et les autres. Et ça c'est important. Et à mon avis, on le dit jamais assez. Et le point c'est aussi de dire qu'il y a eu complicité de l'URSS. Et ça c'est très bien parce qu'on l'attend moins souvent. Ça c'est juste un petit peu.
Je le redis, il y a un débat après, je ne peux pas donner la parole à d'autres, c'est pas possible. Vous pourrez parler avec Myriam pendant les dédicaces, mais on va faire le débat sur l'Afrique comme c'est prévu. Alors, j'essaie de faire court, c'était juste pour répondre à la dernière question de monsieur sur le slogan. Si j'ai bien compris la question, en gros, vous voulez en revenir aux slogans aujourd'hui qui sont considérés comme des slogans antisémites. Nous, dans la rue, je dis nous, peu importe la ville, peu importe le pays, on lutte justement contre la criminalisation de toute forme de résistance et contre la criminalisation des militants. On ne va pas les laisser nous mettre dans la tête qu'il y a des slogans antisémites, c'est pas vrai. Des antisémites dans la rue, quand on manifeste en solidarité avec le peuple palestinien, il n'y en a pas. On revendique, je le dis chaque manifestation à Marseille, oui, nous revendiquons haut et fort notre antisionisme et il n'y a aucun problème avec ça. Nous sommes, nous serons, nous resterons antisionistes comme nous sommes et nous resterons antifascistes. En revanche, on ne va pas les laisser nous interdire de donner des slogans. Et oui, effectivement, de la mer au Jourdain, la Palestine doit appartenir aux Palestiniens et à personne d'autre. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à lire le livre de Myriam. Je sais qu'il y a pas mal de livres japonais, mais celui-là, voilà, il vous donne une claque dans la tête quand vous le lisez. Donc si vous avez envie de vous prendre une claque, venez prendre ce livre et Myriam se fera plaisir pour vous le dédicacer. Et puis pendant ce temps, on se prépare pour le deuxième débat.